Alors bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin en tout cas la suite du tome 29, le fantôme décapité. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vite vous dire que pour le moment cette histoire est plutôt cool, je l'aime bien. Elle est intrigante, hein, donc on sent bien pour une fois l'épouvante dans le château avec la visite, tout ça. Donc on suivait l'histoire de Diane et Stéphanie, hein, Stéphanie qui aime l'épouvante, qui aime les défis et qui aime se faire peur bien évidemment et qui est à la recherche de la tête de... j'ai oublié son nom, hein. On verra ça dans l'histoire. Mais sinon, comme l'un d'entre vous me l'avait dit, l'histoire est bien. Et j'avoue que je suis d'accord avec lui. Et j'ai même bien apprécié faire la miniature de ce livre. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, mais toutes les images, enfin toutes les miniatures de tous les livres, ce n'est pas des images que je trouve directement sur Google. Hein. C'est moi qui crée les images pièce par pièce. Hein. Ici par exemple pour le fantôme décapité, j'ai pris un château, j'ai pris la photo d'un petit garçon des années 1800 dont j'ai enlevé la tête, je l'ai rendu un petit peu fantomatique et j'ai mis le livre dans sa main avec du montage. Donc j'ai fait plus ou moins ça dans toutes les miniatures. Donc celle-ci j'ai bien aimé la faire. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, installez-vous confortablement pour la suite du fantôme décapité, car nous étions laissés sur le fait que les filles avaient réussi à esquiver le guide et le groupe de la visite guidée. Je vous l'avais même pas dit, le petit résumé. Et elles étaient rentrées dans une pièce. Stéphanie avait fait une blague à sa copine Diane en faisant croire qu'elle était aussi contaminée, mais c'était une blague. Et là, on s'était laissé sur le fait qu'elle voyait la tête du fantôme, ou voir le fantôme, je ne sais plus. Non, je crois la tête. Bon, on se doutera bien, les gars, que hein, c'est encore une blague. Donc là, comme d'habitude, hein, je vous souhaite une bonne écoute. Une fois de plus, je réagis au quart de tour, laissant échapper un cri d'effroi. C'était plus fort que moi. Je fis volte-face à la vitesse de l'éclair. L'index de Stéphanie était pointé dans la direction d'une masse informe et imprécise. Un tas grisâtre de poussière. « Je t'ai bien eu » chantonna Stéphanie. Elle ricanait comme une idiote. Je laissai échapper un grognement et serrai les poings de rage, sans dire un mot. Ma peau devenait brûlante, j'étais en train de rougir. « C'est vraiment trop facile, » se moqua Stéphanie. « Tu marches à tous les coups. »« Rejoignons le groupe, » grommelai-je, confuse. « Pas question, Diane, on s'amuse trop. Viens, on continue. »« Non. » Voyant que je ne céderais pas, elle changea de ton. « Bon, je promets de ne plus faire de blagues. » Elle leva la main en me montrant sa paume pour me prouver sa sincérité. Devant tant de bonne volonté, j'acceptai de lui emboîter le pas. Nous empruntâmes l'étroit couloir qui menait à la pièce voisine, la chambre d'André. Ses affaires étaient restées en l'état depuis le jour funeste où il avait rencontré le capitaine. Ses jouets poussiéreux avaient 100 ans. Une antique bicyclette en bois était appuyée contre le mur. Un jeu de construction vieillot trônait au milieu de la pièce. Posée sur un meuble, une lampe à pétrole projetait des ombres jaunes orangées sur les murs. Tous ces objets abandonnés me donnaient des frissons. Fallait-il croire à tous ces revenants? L'ambiance qui régnait était tellement surnaturelle. Le froid, l'odeur de renfermé et les volets claquants sous les bourrasques n'avaient rien de rassurant. Stéphanie s'amusa à changer les objets de place. D'abord des quilles en sapin et un tableau dont le noir avait viré au marron. Ensuite, des soldats de plomb. Elle s'arrêta enfin et chuchota. « Diane, tu cherches par là, et moi par là. Tu sais, on ne devrait rien toucher, les guides l'interdisent formellement. » Elle s'assit sur un tabouret. « Tu veux trouver la tête, oui ou non? C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas ?» Je soupirai, sachant que ce n'était pas la peine de discuter avec elle. Je me décidai à écarter les rideaux du lit à baldaquin et l'examinai attentivement. Quand je pense qu'un jeune garçon a dormi là, il y a 100 ans, me dis-je, fasciné. J'essayai d'imaginer André rêvant sur ce gros matelas, et je me sentis bizarre. « Dépêche-toi, Diane, » ordonna Stéphanie. Je tâtai les oreillers doux et remplis de plumes. Ils ne cachaient rien. Je passai la main sur l'édredon qui les recouvrait. Son étoffe matelassée en patchwork gris et brun était encore soyeuse. Je ne découvris rien de suspect non plus. Je me mis à réfléchir, le nez en l'air. Soudain, j'entendis un froissement. L'édredon bougeait. Je baissai la tête et le vis glisser vers le pied du lit. Je restai cloué, blême, les yeux rivés sur l'étoffe qui se déplaçait toute seule. « Diane !» râla Stéphanie.
Je me tournai lentement vers elle et la vis debout, tenant les deux coins de l'édredon. C'était donc ça. Je ne pus m'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Elle l'empoigna, le secoua et l'envoya promener à terre. Elle semblait excédée. « On ne va pas passer la nuit ici. Tu vois bien qu'il n'y a rien là-dedans. Changeons de pièce. » Stéphanie avait encore réussi à m'effrayer. Seulement cette fois-ci, elle n'avait pas remarqué combien j'avais eu peur. Nous rangeâmes tout ce que nous avions bougé. « C'est vraiment excitant, lança-t-elle en me souriant. Tu ne trouves pas ? » Si, bien sûr. J'espérais simplement qu'elle ne s'apercevrait pas que je tremblais encore. « C'est quand même plus risqué que de lancer des araignées en caoutchouc à Benoît, continua-t-elle. Ça me plaît bien d'être ici, si tard, séparé du groupe. Je sens même la présence d'un spectre. Il se cache, tout près. Tu crois ?» bégayai-je en jetant un rapide coup d'œil circulaire. Mon regard s'arrêta alors sur une forme ovale. Elle reposait sur le plancher. Coincée entre le mur et la porte donnant sur le couloir, elle était à moitié dissimulée dans la pénombre. La tête ! Ce coup-ci, il n'y avait aucun doute. Ce n'était ni une blague, ni un mauvais coup de Stéphanie. Je distinguais nettement un crâne rond et deux orbites aussi profondes que les ténèbres. Elle me dévisageait. Je saisis le bras de Stéphanie et lui indiquai la chose. Elle l'avait repéré aussi. Je fus la première à faire un pas vers la chose. Je perçus un halètement saccadé. Quelqu'un respirait fort, juste derrière moi. J'étais tellement bouleversé qu'il me fallut 2 secondes pour réaliser que c'était Stéphanie. Sans quitter mon objectif des yeux, je m'avançai. Je me penchai pour m'emparer de la forme, mon cœur bondissant dans ma poitrine. Les trous caverneux me scrutaient, ronds et tristes. Mes mains étaient agitées de tremblements. J'essayais de soulever cet objet étrange. Mais il m'échappa et roula sur le sol, droit sur Stéphanie qui laissa échapper un cri d'angoisse. Dans la lueur blafarde de la lampe à pétrole, je distinguai son expression affolée. La stupéfaction l'avait paralysée. La masse ronde continua son chemin, buta sur la chaussure de mon ami avant de s'arrêter à 10 centimètres d'elle. Les orbites sans vie étaient à présent tournées vers elle. Diane, bredouilla Stéphanie, les paumes pressées sur ses joues. Je ne pensais pas un seul instant que nous la trouverions. Je la rejoignis à grande enjambée, décidée. Je vais lui montrer mon courage, pensai-je. Elle va voir que je ne suis pas une trouillarde. Je me baissai et m'emparai sans hésiter de la chose. Je la plaçai sous le nez de Stéphanie et la tirai vers la lampe posée sur le meuble. L'objet était assez lourd et plus lisse que je l'avais cru. Les 2 orifices étaient très profonds. Je poussai une exclamation de surprise. Une boule de bowling. J'avais déniché une vieille boule en bois, fendillée et écaillée. Incroyable, commenta Stéphanie en se tapant sur le front. Je me souvins des quilles que nous avions remarquées en entrant. Elle devait servir à les faire tomber, dis-je doucement. Stéphanie la saisit et la retourna dans tous les sens. Tiens, il n'y a que 2 trous, constata-t-elle. D'après mon père, les boules de bowling étaient comme ça autrefois. D'ailleurs, il se demande où les joueurs plaçaient leurs pouces. La voix grave d'Otto retentit soudain, nous faisant sursauter. Il grondait quelque part au-dessous de nous. Il vaudrait mieux qu'on rejoigne les autres, suggéra Stéphanie en replaçant la boule à côté des quilles. Pas question, m'exclamai-je. Ça me plaisait de passer pour la plus courageuse des 2, et je ne voulais pas abandonner ce rôle. Tu sais, Diane, il se fait tard, et finalement je crois que ce n'est pas ici qu'on rencontrera une apparition ou quoi que ce soit d'autre. Elle était moins fière tout à coup. C'était à moi de jouer. Évidemment, Steph, nous avons fouillé que les pièces que font visiter les guides. Il faut chercher là où ils ne nous emmènent jamais. Stéphanie plissa le front. Tu veux dire ? Je pense simplement que la cachette doit se trouver dans un endroit où les groupes ne vont pas. Peut-être là-haut, tout en haut. Les paupières de Stéphanie s'écartèrent démesurément. Elle n'en revenait pas. Quoi ? Tu veux qu'on monte au 3e étage ? J'acquiesçai. Pourquoi pas ? S'il y a vraiment des fantômes, ils doivent certainement se promener sous les toits, non ? Elle m'observait pour voir si je bluffais. Elle ne revenait pas que je sois aussi téméraire. En réalité, je ne l'étais pas du tout. Je voulais juste l'impressionner un peu. Être, pour une fois, la plus audacieuse. Elle afficha une mine réjouie et déclara, fébrile. « D'accord, on y va. » Tel est pris qui croyait prendre. Les jumelles de la terreur, censées être braves et courageuses, n'emmenaient pas l'arche en se dirigeant vers l'escalier en colimaçon lugubre.
L'accès à l'étage supérieur était barré par un écriteau dont le message était très clair. Interdit à tous les visiteurs. Surmontant notre peur, nous fîmes comme s'il n'existait pas et attaquâmes les premières marches, côte à côte. La voix d'Otto s'était évanouie quelque part au premier. Je me concentrais sur le grincement du bois pliant sous notre poids et les battements sourds de mon cœur. Arrivés au 3e étage, nous fûmes accueillis par un air chaud et humide. Sans lanterne ni bougie, nous nous retrouvâmes dans l'obscurité. L'électricité n'avait pas été installée dans cette partie de la maison. Le seul éclairage provenait d'une fenêtre sans volet située à l'autre bout du couloir. La faible lumière extérieure diffusait un halo irréel, bleuâtre, fantomatique. « Allons-y, dit Stéphanie en rejetant ses cheveux en arrière. Il faisait lourd. La sueur se mit à couler sur mon front. Je l'essuyai avec la manche de mon manteau et suivis Stéphanie dans la première salle de droite. La majestueuse porte était entr'ouverte. Nous jetâmes un rapide coup d'œil à l'intérieur. Je m'habituai peu à peu à cette demi-obscurité. Le rapide tour d'horizon m'apprit que tout était vide. Complètement vide. Aucun signe de vie. Pas de fantôme non plus. « Hé, Steph !» m'exclamai-je en lui montrant une ouverture étroite. « Allons voir ce qu'il y a derrière. » Nous avançâmes à pas lents sur le plancher crasseux. À travers les vitres des grandes fenêtres sales, on apercevait la pleine lune briller au-dessus des arbres dénudés. Le passage donnait sur une chambre plus petite et plus étouffante encore. Le radiateur était brûlant. Au centre, 2 lits très anciens se faisaient face. Il n'y avait rien d'autre. « Allons voir plus loin, » murmura Stéphanie. Nous entrâmes dans une sorte de lingerie. J'éternuai plusieurs fois de suite. « Chut !» m'ordonna Stéphanie. « Les revenants vont nous repérer. »« Je n'y peux rien, protestai-je. Il y a tellement de poussière. » Sur une table était posée une machine à coudre usée. En avançant, je butai dans un carton. Je me baissai pour fouiller et ne trouvai que des bobines de fil. « Toutes les chambres semblent communiquer, notai-je en regardant autour de moi. Décidés à continuer, nous pénétrâmes dans la pièce suivante. Les volets des fenêtres étaient aux 3/4 fermés. Seul un filet lumineux gris parvenait du dehors. « On n'y voit vraiment rien là-dedans, » constata Stéphanie en me prenant la main. « Sortons. » J'allais approuver quand un bruit sourd me fit sursauter. Stéphanie serra mes doigts avec force. « C'est toi qui as fait ça, Diane ?» Un autre coup retentit, plus près de nous cette fois. « Non, ce n'est pas moi, » bégayai-je. Et encore un autre, sur le plancher. « Nous ne sommes pas seuls, » nota Stéphanie. Je pris une grande inspiration et lançai d'une voix étouffée. « Qui est là ?» Stéphanie serrait si fort mes phalanges que je ressentis une violente douleur. Mais je ne réagis pas, trop pétrifié. Quelqu'un déambulait à pas feutrés de la démarche souple des fantômes. Un frisson me parcourut le bas de la nuque. Je crispai mes mâchoires pour empêcher mes dents de claquer. Soudain, des pupilles jaunes surgirent de l'ombre, semblant voler vers nous. Il y en avait 4. La créature qui nous tournait autour possédait 4 yeux. Une sorte de gloussement de détresse s'échappa de ma gorge. Je ne pouvais ni avaler ma salive, ni respirer, ni bouger. Je regardais droit devant moi, guettant le moindre bruit. 2 yeux se dirigèrent sur la gauche et les 2 autres sur la droite. Puis ils se multiplièrent. Il y en eut des dizaines. « Non, non !» m'écriai-je. Diaboliques, ils clignotaient comme s'ils étaient incrustés dans la pierre. Le parquet en était couvert aussi. Nous étions cernés. Ils nous examinaient en silence tandis que nous nous serrions l'une contre l'autre. Des chats. Nous étions entourés de chats. Nous fûmes soulagés, mais pas pour longtemps. Un premier miaulement aigu déclencha un concert de gémissements et de plaintes. Le vacarme était assourdissant. L'un des animaux vint se frotter contre ma jambe. Je fis un bond et bousculai Stéphanie qui s'accrocha à moi pour ne pas tomber. Un autre se pressa contre ma chaussure. Tous miaulaient en même temps. « Ils doivent être abandonnés, » bafouilla Stéphanie. « Si ça se trouve, personne ne monte jamais ici. Ils doivent avoir faim. » Je m'en moque, mais ces yeux jaunes qui bougent, je pense que... Enfin, je ne sais plus ce que je pense. Ça fait trop peur. Fichons camp d'ici. Pour une fois, Stéphanie ne résista pas. Elle m'entraîna vers la sortie. Autour de nous, les bêtes continuaient à gémir et à nous frôler. Stéphanie trébucha sur l'une d'elles et s'affala de tout son long.
Sa chute déchaîna une avalanche de cris rauques. Le tintamarre devenait insupportable. « Ça va ?» m'inquiétai-je en l'aidant à se relever. Nous courûmes jusqu'à la porte et la claquâmes derrière nous. Ce fut le silence. Enfin. « Où sommes-nous maintenant ?» murmurai-je. Je ne sais pas, haleta Stéphanie en restant plaquée contre le mur. Un rayon de pleine lune éclairait l'endroit où nous nous étions réfugiés. « C'est un couloir », annonçai-je à Stéphanie. Il était exigu, mieux entretenu que les pièces que nous venions de traverser. Il semblait interminable. Devant nous, une lucarne donnait sur un petit balcon servant de toit. Peut-être que cette partie est occupée par le personnel du manoir, suggérai-je. Comme Maurice, le gardien de nuit, ou les responsables du ménage, ou encore les guides. Viens, supplia Stéphanie, on rejoint Otto et le groupe. On a assez cherché la tête d'André pour aujourd'hui. Tu as raison, il doit bien y avoir un escalier quelque part. Allons-y. Je fis quelques pas. C'est alors que je sentis les mains de fantômes. Elles frôlèrent mon épaule, mon cou, mon corps. Les mains invisibles se plaquèrent sur mon visage. « Oh, au secours !» gémit Stéphanie. Les spectres venaient de s'emparer d'elle. Nous étions pressés de toutes parts. Je sentais le contact de dizaines de mains fines, légères, desséchées comme celles des momies. Stéphanie se démenait furieusement, essayant de se libérer en donnant des coups à droite et à gauche. « C'est comme une sorte de filet », parvint-elle à dire en suffoquant. Je me protégeais en plaçant mes bras devant ma figure et me tortillais dans tous les sens pour échapper à cette étreinte qui se resserrait et se resserrait. Et brusquement je compris, nous n'étions pas prisonnières d'une horde de fantômes, ce que nous croyions être des mains étaient des toiles d'araignée. Nous avions simplement traversé un épais rideau de toiles d'araignée. Elles s'étaient abattues sur nous comme un filet de pêcheurs sur des poissons. Et plus nous nous débattions, plus elles nous étouffaient. « Stéphanie !» criai-je, « ce ne sont que des toiles d'araignée !» Je parvins avec peine à en arracher un gros paquet qui se pressait sur ma gorge. « Évidemment, dit-elle en se contorsionnant, tu croyais que c'était quoi? Un fantôme? Écoute, ricana-t-elle, je sais que tu as une sacrée imagination, mais si tu te mets à en avoir partout, ça risque de nous retarder. Je ne suis pas quoi répondre. J'étais persuadé que Stéphanie avait aussi pensé à des revenants nous encerclant pour nous asphyxier. Et voilà qu'elle prétendait le contraire. Quelle crâneuse! Nous étions là, debout dans le noir, entourés par une multitude de fils collants, essayant de les enlever. « Ça va me gratter pendant des jours, » me plaignis-je. « Et tu sais quoi ?» ajouta Stéphanie. « C'est pire que ce que tu crois. »« Ah oui? À ton avis, qui a fabriqué ces toiles d'araignée ?» Il n'y avait pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour trouver la réponse. Des araignées, bien sûr. Du coup, je ressentis comme des picotements un peu partout, sur ma joue, mon dos et ma nuque. Si ça se trouve, pensais-je angoissé, des araignées se baladent sur moi, des centaines et des centaines d'araignées. Je rassemblai mes forces et me mis à courir, tirant derrière moi une longue traîne de toiles blanches et soyeuses. Stéphanie m'emboîta le pas. Nous fonçâmes, arrachant cette masse gluante par poignées. « Steph, la prochaine fois que tu as une idée, fais en sorte qu'elle ne soit pas géniale, » ironisai-je. « D'accord, mais filons d'ici. » Nous atteignîmes le bout du couloir, continuant à nous gratter. Nous étions arrivés à une impasse. Où se trouvait l'escalier? Par où pouvions-nous redescendre? Je proposai de faire demi-tour jusqu'à un rideau que j'avais remarqué. Nous le soulevâmes et un autre couloir apparut. La lumière vacillante des torches projetait sur le tapis usé des formes imprécises ressemblant à celles d'animaux rampants. « Allons-y, » ordonnai-je en tirant Stéphanie par la manche. « Nous n'avons pas d'autre solution. » Nous courûmes côte à côte. Les flammes tremblotaient sur notre passage. Nos ombres s'allongeaient devant nous comme si elles voulaient arriver les premières à l'escalier que nous cherchions désespérément. Soudain, un éclat de rire retentit et nous arrêta dans notre course. « Qui est-ce » chuchota Stéphanie. Elle respirait très fort. Nous tendîmes l'oreille. Des clameurs venaient de derrière une cloison toute proche. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait. Des hommes parlaient, des femmes riaient. « Ça y est, fis-je soulagé, nous avons rejoint le groupe. »« Tu penses ? Je croyais que le 3e étage était interdit aux visiteurs, » dit Steph. « Ils ont peut-être fait une exception. Allons voir. » Les éclats de voix filtraient sous une porte. Nous nous approchâmes quand même avec précaution, attentives aux moindres sons. La réunion était animée.
Les gens bavardaient gaiement et semblaient bien s'amuser. « On dirait une fête, murmurai-je. Ça doit être la fin de la visite, c'est tout. Dépêche-toi, Diane, rejoignons-les. J'espère qu'Otto ne va pas nous demander d'où nous venons. » Je tournai la poignée et poussai la porte. Nous fîmes un pas à l'intérieur, et la surprise nous coupa le souffle. La pièce était vide et terriblement inquiétante. « Mais où sont-ils passés ?» s'écria Stéphanie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Nous avançâmes. Le parquet craqua sous notre poids. « Je n'y comprends rien, poursuivit Stéphanie, interloquée. On a entendu des voix, n'est-ce pas ? Oui, les gens discutaient et riaient. On aurait vraiment dit une soirée. Et même une grande soirée, ajouta-t-elle en scrutant la pénombre. J'étais sur le point de défaillir. Steph, je pense qu'il n'y avait personne. Elle se tourna vers moi, stupéfaite. Pardon ? Il n'y avait personne, c'étaient des revenants. Et ils ont disparu quand nous sommes entrés. Je peux sentir leur présence. Quoi ? Ils ont disparu quand on a ouvert ? Bégaya-t-elle, terrifiée. Comment ça ? Tu les sens ? À ce moment, un vent glacé souffla dans la pièce. Il souleva mes cheveux, me faisant grelotter. Stéphanie entoura sa poitrine de ses bras. « Bon, dit-elle, tu as senti ce blizzard ? Pourtant la fenêtre est fermée. Pourquoi fait-il aussi froid tout à coup ?» Elle frissonna. « Et si on n'était pas seul ?» murmura-t-elle. « C'est possible, mais ça voudrait dire qu'on a interrompu une petite fête. » Nous restions là, sans bouger, transis par ce vent venu, on ne sait d'où. Un fantôme se tient peut-être là, tout près, pensai-je. Ils sont peut-être rassemblés autour de nous, à nous observer, se préparant à nous entraîner dans leur monde. Stéphanie, chuchotai-je, et si nous avions vraiment gâché leur réception en pénétrant dans leur tanière ? Stéphanie eut du mal à avaler sa salive et ne répondit pas. Le jeune André avait-il rencontré le capitaine ici, dans la chambre où nous nous trouvions ? Stéphanie, nous devrions déguerpir, maintenant. Je ne désirais qu'une chose, m'enfuir, sortir du manoir perché et me retrouver bien au chaud chez moi, là où il n'y avait pas de spectre. Nous fîmes demi-tour avec précaution. Les fantômes allaient-ils nous empêcher de partir ? Nous progressions à tâtons vers le couloir. Une fois que nous eûmes passé la porte, je la verrouillai soigneusement derrière nous. Nous détalâmes comme des lapins, mais nous n'étions pas sauvés pour autant. « L'escalier ! Où est l'escalier » s'exclama Stéphanie, paniquée. Nous étions arrivés à une autre impasse. Les fleurs dessinées sur le papier peint paraissaient éclore et se refermer au rythme de la clarté hésitante des flammes. Je trépignais, furieuse, impuissante. Et comment redescendre ? Par chance, Stéphanie avait trouvé un passage. Je m'empressai de la suivre. Nous pénétrâmes dans une pièce remplie de chaises et de canapés recouverts de draps. « C'est peut-être le salon des fantômes ?» plaisantai-je. Stéphanie ne trouva pas ça drôle. Elle se dirigea vers une ouverture dans le mur du fond. Je lui emboîtai le pas. Nous découvrîmes des cajots empilés les uns sur les autres jusqu'au plafond. Puis nous parcourûmes l'étage entier. Toutes ces pièces se succédaient, inoccupées, abandonnées. Mon cœur battait très fort. J'avais mal à la gorge à cause de la poussière que nous soulevions sur notre passage. Et, surtout, j'étais découragé. Nous semblions condamnés à errer dans ce maudit 3e étage. « Tu sais quoi, Steph ?» finis-je par dire. « J'ai l'impression qu'on tourne en rond. On ne trouvera jamais le moindre escalier. » Nous traversions des corridors, des chambres à l'infini. Tout baignait dans une atmosphère irréelle. Nous courions l'une à côté de l'autre pour nous rassurer. Enfin, nous atteignîmes une porte que nous n'avions pas encore ouverte. Elle était surmontée d'un fer à cheval. Avec un porte-bonheur, la chance tournerait peut-être. Du moins, je l'espérais. J'agrippai la poignée, très excité, et ouvris. « Un escalier ! Génial !» m'exclamai-je. « Enfin !» ajouta Stéphanie. « Ça doit être un escalier de service. J'avais raison tout à l'heure. Ce doit être à l'étage du personnel. » Bien entendu, il y faisait noir comme dans un four, et les marches étaient plutôt raides. Stéphanie prit appui sur mon épaule et je commençai à descendre lentement. Nos chaussures glissaient et le bruit sourd des semelles se répercutait en écho dans l'étroite cage. Nous avions à peine descendu quelques marches lorsque des pas saccadés retentirent. Quelqu'un arrivait à notre rencontre. Je stoppai net. Du coup, Stéphanie me heurta brutalement.
Je tombais les deux mains en avant et me retins à la rampe pour ne pas basculer dans le vide. Quelqu'un montait rapidement. Nous n'avions pas le temps de faire demi-tour et de nous réfugier en haut. Le bruit de pas résonnait de plus en plus fort. L'individu se rapprochait. Soudain, nous aperçûmes le faisceau d'une torche électrique, et celui qui la tenait avait un air préoccupé. « Ah, vous voilà enfin !» s'exclama-t-il. La voix était grave et familière. « Otto !» Nous avions crié ensemble. Il s'arrêta et nous éclaira à tour de rôle. « Mais que faites-vous ici » demanda-t-il, hors d'haleine. Nous nous sommes perdus, inventai-je tout de suite. Nous avons quitté le groupe et on n'arrivait plus à vous retrouver. Oui, on vous a cherché partout, renchérit Stéphanie. Impossible de vous rejoindre. Otto baissa sa lampe. Ses petits yeux pénétrants nous scrutaient. Visiblement, il ne croyait pas un mot de notre histoire. Je pensais que vous connaissiez les pièces par cœur, ironisa-t-il. Oui, dit Stéphanie, mais on s'est mis à tourner en rond et nous... Enfin, comment avez-vous fait pour atteindre le 3e étage? Eh bien, commençai-je. Cette fois, je ne trouvais aucune excuse valable. Je lorgnais sur Stéphanie qui s'agitait au-dessus de moi. Des gens discutaient en haut, bredouilla-t-elle, et nous avons cru que c'était vous. Ce n'était pas un mensonge, puisque nous avions réellement entendu parler. Bon, conclut Otto, descendons, personne n'est autorisé à venir ici. C'est privé. Désolé, m'excusai-je timidement. Faites attention où vous mettez les pieds, les filles. C'est très raide et peu solide. Venez, rejoignons les autres. Edna s'est occupée d'eux pendant que je vous cherchais. Edna faisait partie des guides. Nous l'aimions si beaucoup. Elle était déjà âgée avec des cheveux tout blancs. C'était une femme très pâle. Elle paraissait frêle dans son uniforme sévère. Avec sa voix un peu chevrotante, elle racontait merveilleusement les histoires les plus invraisemblables. Soulagés, nous suivîmes Otto. Il nous guida jusqu'au 1er étage, au seuil du bureau de Joseph Crow, le père d'André. Je jetai un rapide coup d'œil à l'intérieur. Edna, debout à côté de la cheminée où brûlait une grosse bûche, évoquait le tragique destin de l'infortuné Joseph Crow. Elle en était à l'épisode le plus triste. 1 an après qu'André eut disparu, Joseph rentra chez lui tard, un soir, par une nuit d'hiver brumeuse. Il enleva son manteau et se plaça près de cette cheminée pour se réchauffer. Et là, on ne sut jamais ce qui s'était vraiment passé. Quelqu'un l'a-t-il poussé dans le foyer où crépitaient de hautes flammes? Y est-il tombé tout seul? Personne ne peut le dire. Toujours est-il que le lendemain matin, quand la femme de chambre entra dans ce bureau, elle découvrit un spectacle incroyable. Joseph était allongé par terre, évanoui, ses vêtements en lambeaux à moitié consumés. Il n'avait que quelques brûlures superficielles, et quand il revint à lui, il fut incapable de dire ce qui lui était arrivé. Il avait perdu la mémoire. C'est incroyable, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, les filles? C'est intéressant, non? Nous taquina Otto. Vous restez avec nous jusqu'à la fin? Il savait pertinemment que nous buvions chacune des paroles d'Edna. Non, il est tard, décréta Stéphanie. Je crois que nous ferions mieux de rentrer à la maison. Otto, merci de nous avoir sauvés, dis-je. On reviendra un de ces jours. Alors bonne nuit, les filles. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez le chemin. Il éteignit sa torche et rejoignit rapidement le groupe de visiteurs. Je m'apprêtais à m'en aller lorsque j'aperçus le garçon au teint livide et aux longs cheveux blonds. Il se tenait un peu à l'écart des autres, tout près de la porte. Visiblement, notre présence l'intriguait, à en juger par l'expression de son visage. Mal à l'aise, je tirai Stéphanie par le bras. « Viens, on s'en va !» Nous descendîmes par le grand escalier en colimaçon. Quelques secondes plus tard, nous franchissions le portail. Un vent frais nous accueillit alors que nous empruntions la route de la colline. Des couches de nuages s'enroulaient autour de la lune, comme des serpents. « C'était sympa, non ?» crâna Stéphanie, en remontant la fermeture éclair de son blouson. « Sympa? Pas vraiment, c'était plutôt épouvantable, oui. » Elle fit une grimace. « Peut-être bien, mais nous n'avons pas eu peur, n'est-ce pas ?»« Si tu veux, » dis-je, en grelottant au souvenir de l'aventure que nous venions de vivre. « J'aimerais bien retourner là-bas pour en découvrir un peu plus. »« Oh oui, super !» approuvai-je, hypocrite. Je n'avais pas envie d'en discuter. J'étais épuisé. Stéphanie sortit une écharpe de sa poche et voulut la mettre autour de son cou. Mais l'étoffe s'accrocha aux branches d'une haie. Zut, s'énerva-t-elle. Je dégageai le tissu. Et c'est alors que je repérai la voix. C'était juste un murmure, un chuchotement très distinct qui provenait d'un épais taillis. « Avez-vous trouvé ma tête ?» Oui, ce sont exactement les mots qui résonnaient dans la nuit.
Avez-vous trouvé ma tête ?